Ce chapitre est consacré à l'anatomie de la cavité buccale. Il est destiné aux étudiants inscrits au module spécifique d'odontologie. La bouche ou cavité orale est une cavité irrégulière qui représente le segment initial du tube digestif. Elle contient la langue et les dents avec les arcades dentaires supérieures et inférieures. La cavité orale est impliquée dans la déglutition, la phonation et l'articulation des sons. Elle est le siège du goût. Cette cavité est ouverte à ses deux extrémités. Elle communique en avant avec le milieu extérieur au niveau de l'orifice buccal circonscrit par les lèvres. La dépression médiane au-dessus de la lèvre supérieure correspond au philtrum. Cette cavité communique en arrière avec l'oropharynx, au niveau de ce qu'on appelle l'isthme du gosier. C'est à ce niveau que se trouvent les fosses tonsillaires, siège des tonsilles palatines, ou plus communément appelées amygdales palatines. Les limites latérales de cette cavité correspondent aux joues. La limite inférieure correspond au plancher buccal et la limite supérieure correspond à la région palatine ou palais. Celui-ci se prolonge sur la ligne médiane, en arrière, par la luette ou uvule. Voyons dans un premier temps les différents muscles de la face, en particulier ceux qui concernent l'ouverture de la cavité buccale. Sur ce schéma, vus de face et de profil, sont représentés en couleurs différentes les différents muscles qui nous intéressent. Aucune légende ne va apparaître, vous êtes invité à la réaliser vous-même. Tout d'abord, le muscle orbiculaire de la bouche est celui représenté en orange et qui fait le tour des lèvres. Nous allons voir ensuite les différents muscles qui vont surélever la lèvre et les angles latéraux. Il s'agit tout d'abord du muscle élévateur de la lèvre supérieure, c'est celui qui est représenté en vert clair, ainsi que le muscle élévateur de l'angle de la bouche, c'est celui qui est représenté en couleur bleu-gris. Il est situé en dessous et plus en dehors que le muscle élévateur de la lèvre supérieure. Il existe un autre muscle qui soulève la lèvre, représenté en bleu turquoise, et qui correspond au muscle élévateur nasolabial. Plus latéralement, représentés en violet, se trouvent deux muscles intitulés petit et grand zygomatiques. À la partie inférieure, on retrouve de la même façon un muscle abaisseur de lèvres et un muscle qui va agir sur l'angle de la bouche. Il s'agit du muscle abaisseur de la lèvre inférieure, il est là aussi représenté en vert clair, du muscle abaisseur de l'angle de la bouche, qui est représenté en bleu-gris et qui s'insère donc sur l'angle de la bouche et qui va faire descendre cet angle vers le bas lorsqu'il va se contracter. On retrouve aussi, plus latéraux, représentés en orange, deux muscles. Le plus large correspond au platysma, qui est un muscle qui concerne aussi la région cervicale, mais qui va s'étendre jusqu'au niveau de la face, de l'angle de la bouche, avec un complément musculaire qui fait aussi partie du platysma, mais qu'on distingue, qui s'appelle le risorius, et qui est lui aussi représenté en orange. Pour finir, on peut distinguer un muscle marron en profondeur et qui correspond au muscle buccinateur. Ce muscle buccinateur est le muscle des joues. Sur cette coupe sagittale schématique de la face et d'une partie du cou, nous allons mettre en place les différentes structures, en commençant par la cavité orale, occupée en quasi-totalité par la langue. Au-dessus de cette cavité orale se trouvent les fosses nasales, qui vont jouer un rôle important dans la respiration en filtrant, réchauffant et humidifiant l'air inspiré. En dessous, le larynx va correspondre à l'entrée dans la trachée. Enfin, le pharynx, en arrière, va se poursuivre vers le bas
par l'œsophage. Il faut noter que l'ensemble de ces structures est recouverte d'une muqueuse. Sur le plan fonctionnel, il s'agit d'un carrefour dit aérodigestif pharyngo-laryngé. Vous voyez le croisement du trait bleu qui correspond au circuit que doit emprunter l'air inspiré ou expiré et le trait orange qui correspond au trajet du bol alimentaire lorsque ce dernier est dégluti. L'épiglotte va assurer la fermeture de la trachée au moment de la déglutition. Le bol alimentaire dégluti va poursuivre sa course vers le bas dans l'œsophage. De même, vers le haut, le voile du palais, qui correspond à une partie fibreuse musculaire, dite partie mobile du palais, va fermer les fosses nasales au moment de la déglutition. La notion de fausse route correspond au passage d'une partie du bol alimentaire dans la trachée, entraînant un réflexe de toux. Étudions sur cette diapositive le contenu de la cavité buccale ainsi que ses divisions topographiques. La cavité buccale est entièrement tapissée de muqueuse qui est en continuité avec la muqueuse du pharynx. Les arcades dentaires supérieures font saillie dans la cavité orale et divisent l'espace en deux compartiments. Tout d'abord, le vestibule. Il s'agit d'un espace en fer à cheval à concavité postérieure, limité en dedans par l'arcade dentaire et les gencives, et en dehors par les joues latéralement et les lèvres en avant. Le sillon gingivo-labial et gingivo-jugal se situent au niveau des vestibules, à la partie supérieure et inférieure. Il existe sur la ligne médiane un frein labial au niveau de la lèvre supérieure et inférieure. La cavité buccale proprement dite se situe en dedans des arcades dentaires et des gencives. Elle mesure environ 7 cm de long, 4 cm de large et 3 cm de haut. La langue occupe l'essentiel de cet espace, accompagnée par les glandes salivaires, submandibulaires et sublinguales non représentées sur ce schéma. La cavité buccale et le vestibule communiquent, bouche fermée, par l'espace rétrodentaire, qui est limité en avant par la dernière molaire et en arrière par la branche montante de la mandibule. Sur les deux diapositives suivantes, nous allons étudier le squelette de la cavité buccale constitué par deux os, la mandibule et l'osioïde. Voyons tout d'abord la mandibule. Il s'agit d'un os impair et médian qui est le seul os mobile du massif crânio-facial. Sa forme est celle d'un fer à cheval concave en arrière. On décrit un corps horizontal et deux branches verticales. Pour le corps, on décrit une face cutanée ou antérieure qui est convexe. La partie antérieure va constituer le squelette du menton. On décrit de chaque côté un foramen mentonnier qui correspond à la terminaison du canal mandibulaire et une ligne osseuse appelée ligne oblique. On décrit, toujours au corps de la mandibule, une face linguale ou postérieure qui est concave en arrière et qui correspond à la zone d'insertion musculaire. On décrit enfin un bord supérieur ou alvéolaire qui supporte l'arcade dentaire inférieure. Les branches sont constituées d'une face latérale recouverte du muscle masséter, puis du plan cutané. Une face médiale, centrée sur le foramen mandibulaire, point d'entrée du canal mandibulaire, et un relief osseux à sa partie antérieure, appelé l'ingula. Ce petit relief osseux est palpable au doigt.
Il existe un bord supérieur qui est représenté par deux processus. Tout d'abord, le processus coronoïde qui est antérieur et le processus condylaire, encrouté de cartilage, en arrière. Entre les deux se trouve l'incisure mandibulaire. Le processus condylaire encrouté de cartilage fait partie de l'articulation temporomandibulaire, dont l'acronyme est ATM. Enfin, il existe un bord inférieur qui rejoint le bord inférieur du corps de la mandibule et qui forme l'angle mandibulaire. L'os hyoïde est un os impair et médian en forme de U ouvert en arrière. On lui décrit un corps qui a la forme d'une lame quadrilatère, deux grandes cornes qui se dirigent en arrière à partir des bords latéraux du corps, et deux petites cornes qui naissent à la jonction du corps et des grandes cornes pour se diriger en haut et latéralement. La limite supérieure de la cavité buccale correspond à la région du palais. Celui-ci est constitué d'une partie osseuse antérieure appelée palais dur et d'un palais mobile, fibreux et musculaire qui correspond au voile du palais. Intéressons-nous ici à la partie dure du palais. Cette structure est concave vers le bas et forme la voûte palatine. Cette voûte est constituée des éléments suivants. Tout d'abord, les deux processus palatins, représentés en jaune, des os maxillaires qui se rejoignent sur la ligne médiane. En arrière, en orange, les deux lames horizontales des os palatins, droit et gauche. L'union de ces quatre structures osseuses forme une suture palatine médiane, qui est représentée ici verticalement, et une suture palatine transverse. À l'extrémité tout antérieure de la suture palatine médiane se trouve le canal incisif. À la jonction entre les processus palatins du maxillaire et les lames horizontales de l'os palatin se trouvent les canaux et les orifices dits grands palatins. Nous venons de voir le squelette de la cavité buccale. Intéressons-nous maintenant à sa limite inférieure qui correspond au plancher buccal. Ce plancher est essentiellement musculaire. Il est tendu entre la face postérieure du corps de la mandibule et l'os hyoïde. Le muscle mylohyoïdien est tendu comme une toile de tente entre la face postérieure du corps de la mandibule en avant et le corps de l'os hyoïde en arrière. Le contingent droit et gauche de ce muscle se rejoignent sur la ligne médiane pour former le raphet médian. Ce muscle constitue une véritable sangle musculaire qui va soutenir la langue et le contenu du plancher buccal. Le muscle génio-hyoïdien recouvre le muscle mylohyoïdien à sa partie médiane. Il est tendu entre le corps de la mandibule et l'os hyoïde. Sur la face inférieure du plancher buccal, le ventre antérieur du muscle digastrique est plaqué sous le muscle mylohyoïdien pour atteindre en avant son insertion sur la face postérieure du corps de la mandibule. Il délivre au passage un tendon intermédiaire, représenté ici en vert, qui converge vers la ligne médiane. Les glandes salivaires sont représentées sur ce schéma en violet. La plus volumineuse correspond à la glande submandibulaire qui s'enroule sur le bord postérieur du muscle mylohyoïdien. La plus petite, plus antérieure, correspond à la glande sublinguale. La région du palais forme la paroi supérieure de la cavité orale. Elle sépare la cavité orale des fosses nasales. On lui distingue deux parties, une partie antérieure qui correspond au palais dur précédemment décrit
et une partie postérieure qui correspond au palais mou ou voile du palais. Le palais mou va séparer le pharynx en deux parties. Une partie supérieure qui va être en regard de l'ouverture postérieure des fosses nasales, appelée nasopharynx, et une partie inférieure qui va correspondre à l'ouverture postérieure de la cavité orale, appelée oropharynx. Le voile du palais est une structure musculo-fibreuse, mobile, qui va obstruer le nasopharynx lors de la déglutition et à la modulation des sons. Le palais mou se termine en arrière par l'uvule palatine, ou luette, que nous avons vu sur la première diapositive. L'aponévrose palatine est une lame fibreuse qui s'insère sur le bord postérieur du palais dur et sur les amulus ptérygoïdiens qui correspondent à des crochets osseux insérés au niveau des ailes internes des processus ptérygoïdiens de l'os phénoïde. Cette aponévrose palatine est mobile et est le siège d'insertion des muscles, appelés muscles du voile du palais. Le premier correspond au muscle élévateur du voile. Il va s'insérer à la face inférieure de l'os temporal, ainsi que sur le cartilage de la trompe auditive représenté ici en bleu. Il se termine à la face postérieure de l'aponévrose palatine après être passé sous la face inférieure de la trompe auditive. Le muscle tenseur du voile, représenté ici en rouge, s'insère à la base du processus ptérygoïde et va avoir un trajet tout d'abord vertical, puis changer de direction au contact des amulus ptérygoïdiens droits pour venir se terminer sur l'aponévrose palatine. Le muscle uvulaire est pair et symétrique. Il s'insère sur l'épine nasale postérieure de l'os palatin et sur l'aponévrose palatine pour se terminer dans le tissu cellulaire de l'uvule palatine. Sa fonction est d'élever l'uvule. Le muscle palatoglosse, né de l'aponévrose palatine, forme l'arc palatoglosse qui va correspondre au pilier antérieur de la loge tonsillaire. Il se termine sur la base et le bord latéral de la langue. Sa fonction est de rétrécir l'isthme du Gaussier. Enfin, le muscle palatopharyngien a pour origine l'aponévrose palatine. Il s'insère aussi sur l'annulus du ptérygoïdien et sur le cartilage des trompes auditives. Il est donc constitué de deux faisceaux séparés par le muscle élévateur du voile. Ces deux faisceaux convergent pour former l'arc palatopharyngien ou pilier postérieur de la loge tonsillaire. La langue est un organe musculo-membraneux. C'est une structure impaire et médiane située au-dessus de l'os hyoïde et du plancher buccal. Cet organe très mobile joue un rôle dans la mastication, la déglutition et la phonation. Sa muqueuse est le siège des organes du goût. Elle est constituée de trois parties. Une base ou racine qui est peu mobile, voire fixe, un corps et une pointe appelée apex de la langue. On lui décrit deux faces, une face inférieure et une face supérieure convexe qui présente un segment postérieur vertical et un segment antérieur horizontal. La face supérieure de la langue présente un sillon médian antéro-postérieur et des papilles gustatives de forme variable. Les plus volumineuses forment le V lingual et se nomment les papilles caliciformes. Elles sont situées juste en avant du sillon terminal.
Le V lingual donne la limite postérieure de la portion horizontale de la langue. On parle de la partie buccale. De plus petites papilles se répartissent sur le dos de la langue et sur le bord de la langue. À noter que la muqueuse est très épaisse à ce niveau, contrairement à la face inférieure. La partie en arrière du V lingual est verticale et se nomme la partie pharyngienne de la langue. Elle est unie à l'épiglotte par ce que l'on appelle le repli glosso-épiglottique. Il correspond à la limite postérieure de la langue. La face inférieure de la langue est recouverte aussi de muqueuse qui est à ce niveau beaucoup plus fine et lâche. Un repli muqueux forme le frein de la langue qui s'insère en bas au niveau du repli sublingual. Les conduits de la glande submandibulaire cheminent sous la muqueuse vers l'avant et la ligne médiane pour s'aboucher en canon de fusil au niveau de deux petites surélévations appelées caroncules sublinguales. À noter que les veines sublinguales sont visibles par transparence sur cette face de la langue. Enfin, lors de l'examen clinique de la langue, seule la partie buccale est visible en vision directe, mais l'examen de la partie verticale postérieure de la langue nécessite l'utilisation de miroirs. Le squelette de la langue est constitué par l'os hyoïde et par deux extensions fibreuses orientées perpendiculairement. La membrane hyoglossienne tendue entre les petites cornes s'insère sur le bord supérieur du corps de l'os hyoïde. Le septum lingual, qui est une lame fibreuse verticale falciforme, s'insère au milieu de la membrane hyoglossienne qui monte au centre de la langue, entre les muscles en direction de la pointe de la langue. Les muscles de la langue sont nombreux, seuls deux muscles principaux sont à connaître, les autres seront simplement cités. Le muscle génioglosse est le muscle le plus volumineux. Il naît à la face postérieure du corps de la mandibule, de part et d'autre de la ligne médiane, et rayonne tel un éventail vers la face dorsale et la pointe de la langue. Il s'insère aussi sur le septum lingual qui le sépare de son homologue contralatéral et sur le bord supérieur du corps de l'os hyoïde. Ce muscle tire la langue vers l'avant et la plaque contre le plancher buccal. Ses fibres antérieures permettent l'extraction de la langue. Le muscle hyoglosse naît par deux faisceaux de l'os hyoïde. Le premier faisceau correspond au faisceau cératoglosse, qui naît à partir des grandes cornes et qui va s'orienter vers le haut dans le corps de la langue, et le faisceau basioglosse qui s'insère sur le corps de l'os hyoïde. Ces deux contingents montent vers l'avant, en dehors du muscle génioglosse, pour se terminer en éventail sur le septum lingual. Les 6 autres muscles ne sont pas à connaître. Il s'agit du styloglosse, du palatoglosse, du constricteur supérieur du pharynx, du muscle longitudinal inférieur, du muscle transverse de la langue, du muscle longitudinal supérieur. Sur une coupe de la langue située à proximité de son extrémité antérieure, où les muscles du plancher buccal n'ont pas été coloriés, on peut mettre en évidence le muscle génioglosse de part et d'autre du septum et le muscle hyoglosse correspondant à une lame tendue en dehors du muscle génioglosse. La vascularisation artérielle de la langue est assurée par 3 artères dont une principale qui correspond à l'artère linguale. Cette dernière est la deuxième branche de la carotide externe.
L'artère linguale quitte la carotide externe et s'oriente en avant pour s'insinuer en dedans du muscle hyoglosse. Elle donne au passage l'artère dite sous-hyoïdienne, puis l'artère dorsale de la langue. Elle va ensuite se diviser en deux branches terminales, l'artère sublinguale qui va correspondre à l'artère du plancher buccal et l'artère profonde de langue ou artère ranine qui se poursuit jusqu'à la pointe de la langue. Le drainage veineux, quant à lui, se fait par la confluence de la veine profonde, de la veine sublinguale et de la veine dorsale. Ces trois veines vont converger vers le tronc veineux thyrolingo-facial. Le drainage lymphatique se fait au niveau du nœud submental pour la partie antérieure de la langue. Le corps de la langue est drainé par le nœud submandibulaire, l'ensemble se drainant au niveau du nœud jugulo-carotidien. À noter que les lésions proches de la ligne médiane ou au niveau de la pointe de la langue peuvent se disséminer soit à droite, soit à gauche, au niveau des chaînes ganglionnaires. L'innervation motrice de la langue est assurée en quasi-totalité par un seul et même nerf, le nerf hypoglosse ou 12e paire crânienne. Il émerge à la base du crâne puis va descendre en formant une large courbe concave vers le haut, passer entre la carotide externe et la veine jugulaire pour rejoindre les muscles de la langue en passant en dehors du muscle hyoglosse. En cas de paralysie unilatérale du 12, la langue est déviée du côté paralysé par manque d'opposition. L'innervation sensitive est assurée par le nerf lingual, qui est une branche du 5-3 ou nerf mandibulaire, et par le nerf glossopharyngien ou 9e paire crânienne. Voyons sur une vue supérieure de la langue les différents territoires. Tout d'abord, les 2/3 antérieurs vont être innervés sur le plan sensitif par le nerf lingual, alors que le tiers postérieur va être innervé par des fibres du nerf glossopharyngien et par quelques fibres du nerf vague. Le goût ou innervation sensorielle de la langue est assuré pour les 2/3 antérieurs par le nerf intermédiaire de Vriesberg ou 7 bis. L'innervation motrice de la langue est assurée en quasi-totalité par un seul et même nerf, le nerf hypoglosse ou 12e paire crânienne. Il émerge à la base du crâne puis va descendre en formant une large courbe concave vers le haut, passer entre la carotide externe et la veine jugulaire pour rejoindre les muscles de la langue en passant en dehors du muscle hyoglosse. En cas de paralysie unilatérale du 12, la langue est déviée du côté paralysé par manque d'opposition. L'innervation sensitive est assurée par le nerf lingual, qui est une branche du 5-3 ou nerf mandibulaire, et par le nerf glossopharyngien ou 9e paire crânienne. Voyons sur une vue supérieure de la langue les différents territoires. Tout d'abord, les 2/3 antérieurs vont être innervés sur le plan sensitif par le nerf lingual, alors que le tiers postérieur va être innervé par des fibres du nerf glossopharyngien et par quelques fibres du nerf vague. Le goût ou innervation. La cavité buccale est le siège de la mastication. Il est important de comprendre les structures impliquées dans ce processus. Nous allons voir ici les différents muscles de la mastication, en commençant par le muscle temporal. C'est un muscle puissant situé dans la région temporale à laquelle il donne son nom. Son insertion est large, en éventail, sur la partie latérale de la tête osseuse et à la face profonde de l'aponévrose temporale qu'il recouvre en dehors.
Ces fibres convergent vers le bas pour passer en dedans de l'arcade zygomatique et se terminer par un large tendon sur le processus coronoïde. En se contractant, il élève la mandibule et ferme la cavité orale. Le muscle masséter occupe la partie postérieure de la joue. Il est constitué de deux faisceaux. Un faisceau superficiel, tendu entre l'arcade zygomatique et l'angle postérieur de la mandibule, et un faisceau profond qui présente une insertion plus postérieure sur l'arcade zygomatique. Ces fibres verticales se terminent sur la face latérale de la branche montante de la mandibule. Sa contraction entraîne une élévation et une propulsion de la mandibule. Sa contraction, parfois pathologique, porte le nom de trismus. Ces deux muscles sont innervés par le nerf mandibulaire. Les muscles ptérygoïdiens sont au nombre de 2. Ils sont situés dans la fosse infratemporale. Le ptérygoïdien latéral s'insère sur le sphénoïde et la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde, l'os palatin et le maxillaire. Il se termine sur l'articulation temporomandibulaire et la mandibule. Il permet des mouvements latéraux et des mouvements de propulsion de la mandibule. Il est lui aussi innervé par le nerf mandibulaire. Le ptérygoïdien médial s'insère dans la fosse ptérygoïde, l'os palatin et l'os maxillaire. Il se termine sur la face médiale de l'angle de la mandibule. Il permet d'élever la mandibule. Il est lui aussi innervé par le nerf mandibulaire. L'articulation temporomandibulaire. Il s'agit de la seule articulation mobile du massif crânio-facial. Cette articulation joue un rôle essentiel dans la mastication et la succion, qui sont des fonctions alimentaires préalables à la déglutition. Le condyle mandibulaire vient s'articuler avec l'os temporal au niveau de la fosse mandibulaire. Interposé entre les deux surfaces articulaires se trouve un disque fibrocartilagineux ou ménisque. La capsule articulaire est renforcée par un ligament latéral, épais et triangulaire, qui n'est pas visible sur ce schéma, et un ligament médial moins résistant. Cette articulation est mobilisée par les 4 muscles masticateurs que nous venons de voir. Étudions de façon un petit peu plus précise la vascularisation de la région gingivo-dentaire. Celle-ci a une disposition et une origine différentes pour la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Nous allons voir sur cette diapo tout d'abord la mâchoire supérieure. Cette vascularisation est assurée par des branches de l'artère maxillaire, qui est une branche terminale de la carotide externe. Elle va donner l'artère alvéolaire supérieure et postérieure. Cette artère va pénétrer dans l'os maxillaire, va descendre dans la paroi osseuse et former des rameaux dentaires qui eux-mêmes vont donner des rameaux radiculaires destinés aux molaires et aux prémolaires. L'artère sous-orbitaire, qui naît du coude terminal de l'artère maxillaire, va traverser de part en part le canal sous-orbitaire. Dans ce canal, elle va donner l'artère alvéolaire antérieure, qui va traverser l'os et former des rameaux dentaires qui eux-mêmes vont venir s'anastomoser avec les rameaux dentaires de l'artère alvéolaire supérieure et postérieure. Il existe à ce niveau une véritable arcade anastomotique. À noter l'existence d'artères alvéolaires moyennes qui sont variables et inconstantes et représentées au nombre de 2 ici sur ce schéma.
Au niveau de la mâchoire inférieure, la vascularisation de la région gingivo-dentaire inférieure est assurée par l'artère alvéolaire inférieure. Il s'agit là aussi d'une branche de l'artère maxillaire. Elle naît au contact du col du condyle, puis se dirige en bas et en avant, en direction de l'entrée du canal mandibulaire. Elle se poursuit dans le canal mandibulaire jusqu'au foramen mentonnier où elle émerge. Elle distribue, en cours de route, des rameaux destinés à la pulpe de chaque dent en pénétrant par l'orifice apexien. L'artère incisive se poursuit au-delà du foramen mentonnier dans un canal osseux pour assurer la vascularisation de la canine et des deux incisives. Voyons sur cette dernière diapositive l'innervation de la denture. Là aussi, il existe une grosse différence entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Au niveau de la mâchoire supérieure, l'innervation sensitive des dents provient du nerf maxillaire ou deuxième branche du nerf trijumeau, 5-2. Cette innervation se présente sous la forme de 3 branches nommées nerf alvéolaire supérieur postérieur, nerf alvéolaire moyen et antérieur. Cette innervation est superposable à la vascularisation. Ces différents nerfs s'anastomosent entre eux dans la paroi de l'os maxillaire pour former un plexus, dit plexus dentaire supérieur, qui va se distribuer au niveau des racines des dents. Au niveau de la mâchoire inférieure, l'innervation est assurée par le nerf alvéolaire inférieur, qui est une branche du nerf mandibulaire, troisième branche du nerf trijumeau, ou 5-3. Le nerf alvéolaire inférieur accompagne l'artère du même nom dans le canal mandibulaire et donne une branche pour chaque racine dentaire. Au-delà du foramen mentonnier, comme pour la vascularisation, le nerf va se poursuivre en avant et aller atteindre ainsi les canines et les incisives. À noter qu'il est possible de réaliser une anesthésie globale de la denture inférieure en injectant un produit anesthésiant au contact du nerf mandibulaire au moment où celui-ci pénètre dans le canal mandibulaire, juste en regard de la lingula qui est palpable au doigt.